je me souviendrai toujours. Jean Dujardin. Jean Dujardin, il a détesté l'école. Et on parle justement de l'école. Et il me raconte que un jour, il y a le prof de maths qui a dit à la classe, vous voulez rire un peu? Dujardin au tableau. Et quand il le racontait, le mec, depuis, il a eu un Oscar. Oui. En termes de revanche sur l'enfance, c'est très fort, un Oscar. Tu vois? Eh bien, il pleurait. Et là, il avait une larme qui coulait en racontant ce moment d'humiliation où il a été appelé au tableau pour rire de ses capacités en maths. Le mec, depuis, a eu un Oscar. Et malgré tout, quand il te le raconte, il a encore une larme. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. J'adore interviewer les intervieweurs. Il y a un défi. C'est ma passion. Tu parles pas de toi. Tu parles quasiment pas de toi. Putain, j'ai cherché des podcasts avec toi. Il y a pas beaucoup de podcasts. Non. On a fait un podcast ensemble, donc j'en profite pour le dire, comme ça les gens ils peuvent aller voir. On avait fait Histoire de Daron en 2018 pour la sortie du champ de bataille. C'était ton deuxième bouquin. Ouais. À l'époque, j'avais pas encore lu ton premier bouquin, Éviter les péages, que j'ai adoré, vraiment. Oh non, merci. Mais... Enfin, donc ça raconte l'histoire d'un mec qui, et puis de ses prises de tête amoureuses, quoi. Je rappelle quand même souvent des histoires de mecs avec des prises de tête. Hein. Oui. J'ai remarqué ça. Son deck, c'est un peu ta... c'est un édito, quoi. C'est pas vrai, en plus, là, le dernier, c'est quand même un film, un livre sur ce que c'est d'être une fille, je pense. Des trucs Des dragons, là? Des dragons, okay. C'est quand même ce que c'est d'être une fille en 2023, je crois. Okay. Je crois. Après, on comprend jamais ce qu'on écrit. Ah ouais, ok. Écoute, moi, je l'ai pas lu comme ça, moi. Mais c'est intéressant. Mais je comprends sur la fin. Mais on en reparlera, effectivement. Donc ouais, tu sors aux éditions Alary, là, qui est un peu ton éditeur adoré, hein, si j'ai bien compris. Ton troisième livre qui s'appelle Les Dragons. Et je suis très heureux de t'avoir parce que, comme je disais, il y a pas beaucoup de podcasts avec toi où tu racontes ton parcours. Et en fait, peut-être que les gens en France te connaissent pas, mais en Belgique, t'es une star, Jérôme. Alors, les gens me connaissent en Belgique, effectivement, parce que je fais une émission de télé qui s'appelle Taxi, et puis je fais Entrer sans frapper sur la première à la RTBF, etc. Depuis pas 20 star. ans. Alors, en Belgique, les gens te connaissent, mais il n'y a pas de star en Belgique. Mais si, il y a des stars. Ah non, mais il y a vraiment... Oui, ils sont stars en France. Ah, mais en Belgique, ils sont pas stars. Tu veux dire que Stromae, par exemple, en Belgique, c'est pas une star? Parce que je suis allé chercher le plus... Tu m'as eu. Lui et Angèle, probablement que si... Mais vraiment, le reste du monde vit très tranquillement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fascination pour la célébrité en Belgique. Alors évidemment, il y a un affect sur il y a un affect sur ce que ces gens font. Et donc, sur des chanteurs comme Stromae ou Angèle, effectivement, il y a un affect très fort parce que une chanson, tu l'écoutes dans ta chambre, tu pleures, et puis quand tu croises cette personne, tu projettes toute ta vie sur elle en te disant, il a ressenti la même chose que moi et tu l'aimes. C'est ça qui est beau dans la culture. Je pense qu'eux, ils ont ça. Mais je pense qu'ils sont que 2 en Belgique. Sur 11 millions. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont aussi cartonné partout dans le monde?
Bon, tu sais, on est un petit pays, la Belgique. Hein. Ouais. On est un petit pays à côté de deux grands quand même, hein, la France et l'Allemagne. Et c'est très particulier de grandir dans un petit pays parce qu'en fait, tu es celui à qui on ne donnera jamais la parole, tu es celui dont la parole ne comptera absolument jamais. Je m'imagine toujours, moi, Vladimir Poutine dans son bureau, il fait quelque chose de mal et puis il y a son conseiller qui arrive et qui dit « Monsieur Poutine, le Premier ministre belge n'est pas content ». Il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas de poids. Et le fait de pas avoir de poids donne à ce peuple dont je fais partie quelque chose que j'aime bien, qui est de l'ordre du je m'en foutisme. Quoi qu'on fasse, de toute façon, tout le monde s'en fout. Et j'aime bien vivre dans ce pays un petit peu à cause de ça. Ou grâce à ça. Ou grâce à ça aussi, ouais. Écoute, je suis très heureux de t'avoir dans l'histoire de succès aussi parce que juste avant que tu viennes, là, que tu t'assoies et tout, tu m'as dit mais de succès de quoi ? Alors le succès de quoi ? Pourquoi tu crois que je te fais venir dans ce podcast ? Alors c'est étonnant parce que je sais évidemment qu'en Belgique je fais de la télé depuis 25 ans et de la radio depuis 25 ans et puis j'écris mes petits livres, là il y a Les Dragons qui est sorti et je sais qu'en Belgique c'est un énorme succès, je le sais. Mais les gens s'en foutent. Ils aiment bien probablement l'émission vu qu'elle existe toujours. Ils aiment bien probablement l'émission de radio parce qu'on me la reprogramme chaque année. Visiblement, là sur Les Dragons, en tout cas, c'est très très fort. Mais en même temps, il n'y a pas de signe extérieur. Oui, les gens me disent bonjour, quoi. Et c'est tout. Et il y a quelque chose d'assez simple chez nous. Et j'ai un rapport très compliqué au succès parce que je peux avouer avoir une forme d'ambition. Personnel, d'être reconnu, etc. Moi, j'ai été un gamin qui, à l'école, a pas été du tout reconnu. J'étais largement exclu. Et j'ai besoin, à un moment, même encore en tant qu'adulte aujourd'hui, à 40 ans, qu'on me dise « c'est bien, Jérôme ». Et c'est un peu pathétique. C'est un peu triste de pas avoir réglé ça. Mais je ne l'ai pas réglé. Donc, c'est pas grave. C'est pas triste. On veut tous de l'amour. Oui, mais là c'est l'amour, je l'ai tu vois avec ma femme, avec ma mère, avec mes enfants, avec mes amis, etc. Là c'est pas vraiment de l'amour, c'est un truc de reconnaissance. Bah oui. Et en même temps tu mets tes tripes là dans ton livre. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est un peu normal que t'attendes aussi qu'on vienne te dire merci, c'est cool quoi, tu vois. J'ai envie que ça me relie aux gens. C'est vraiment toute l'idée, c'est que quand j'étais ado, moi, le contact avec les autres était pas le truc que je faisais le mieux. Je peux avoir un groupe d'amis, mais m'y sentir de quoi qu'il arrive isolé, etc. C'était pas simple. Et dans Les Dragons, je parle de ça justement, parce que le héros, il s'appelle Jérôme comme par hasard, il est en colère contre tout comme par hasard, et à 40 ans, il se retourne et il fait de la radio en fait, et il se demande pourquoi il a fait ce métier, comme moi, exactement moi, je me demande ça. Pourquoi j'ai fait de la radio et pourquoi j'écris des livres et la vérité, c'est que c'est probablement pour faire ce que je n'arrive pas à faire dans la vraie vie, à savoir me relier aux autres. Ouais. En tout cas, tu m'as fait pleurer. Oh. Et c'est un peu c'est la constante en fait dans tes bouquins qui viennent me toucher. Et tu me disais, est-ce que tu as aimé et tout ? Je te disais, attends, je vais te le dire dans le micro, mais en fait, il y a un truc dans ton écriture qui me saisit c'est pas beaucoup d'auteurs qui mais qui me saisit au bide. Et d'entrer en fait, je sais pas, il y a un truc dans ta façon d'écrire et de décrire le monde qui me touche. Pour le coup, tu vois, je nous sens vraiment très connectés. Ouais. Quand je te lis, je me dis, ok, il y a Jérôme, il a une façon de décrire et de raconter qui me touche et qui me bouleverse. Je te demanderai après d'en lire un petit bout. J'ai sélectionné un truc pour toi. Chouette. Mais je t'avoue que ce livre, Les Dragons, je l'ai écrit en pleurant aussi. Ah. C'est la première fois de ma vie. Et parce qu'il y a une histoire derrière ce livre qui est terrible. Et la première partie, je l'ai écrite vraiment de manière très excitée, parce que j'avais très envie de raconter une histoire d'amour entre ados. J'avais très envie de parler des centres psychiatriques pour ados. Et puis, je suis allé les voir, ces jeunes. Ouais. Et le reste du livre, vraiment, je l'ai écrit en pleurant. Tu fais référence à une Nell ? Ouais. C'est qui ? C'est la chose la plus délicate de la réalisation des Dragons. En fait, je voulais écrire une histoire d'amour entre un gamin de 15 ans et une jeune fille de 17 ans qui était prête à sortir du centre psychiatrique. Je voulais que cette histoire d'amour ait lieu entre deux enfants déclassés. Parce qu'aujourd'hui, une de mes colères, il y en a plein, c'est le déclassement des enfants.
notamment scolaires, familiales, etc., etc. Et puis des enfants qui tombent malades à cause de ça, ou qui ont des colères trop grandes pour ce que la société peut tolérer. Et je voulais à tout prix mettre cette histoire dans un centre de soins psychiatriques pour adolescents, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Et donc j'ai appelé un psychiatre, et il m'a dit venez lundi, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé de faire une immersion de 3 mois en fait, tous les jours dans le centre, pour connaître et les soignants et les jeunes. Et je suis arrivé là, il y avait une grande table, comme ça, il y avait une réunion. Il y avait tous les soignants qui étaient là et les 20 jeunes. Et sur les 20 jeunes, il y avait 16 filles et 4 garçons. Waouh. Déjà, première question, moi je suis journaliste, pourquoi ça a été la première question. Je leur ai exposé mon projet, je leur ai dit, j'écris un roman d'amour, sur les enfants de votre époque, qui sont blessés. Et je viens pour vous rencontrer, je vais m'asseoir à la table de la cuisine là, et si vous voulez, vous venez me parler. Et si vous avez des questions à me poser aussi, vous pouvez. Il n'y a pas que moi qui ai droit à la parole. Au contraire, je veux vous entendre parler. Ils m'ont laissé 3 jours tout seul. C'est chenapan. Je suis resté, mais j'ai tenu bon. Je suis resté à la table de ma cuisine tous les jours pendant de longues heures, etc. Et le 4e jour, il y a une jeune fille qui est arrivée, qui s'est assise en face de moi et qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez savoir? Et en fait, j'avais plein de choses à leur demander, ces jeunes. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? De quoi souffrez-vous? Et qu'est-ce que vous pensez de moi, de ma génération, du monde que nous, les gens de 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, on vous offre. Et elle s'appelait Nell. Et c'est une jeune fille avec laquelle on a noué une complicité. Elle m'a raconté toute sa vie, tout. Pendant des heures, des jours entiers, même quand elle est sortie du centre, à un moment, je la voyais à l'extérieur, avec l'accord du psychiatre, de sa maman, etc. Parce qu'elle en avait besoin, envie, on sait jamais. Et on parlait des heures et des heures et des heures. Et je remontais dans ma voiture à chaque fois et je pleurais. Je pleurais parce que ce qu'elle me racontait était absolument bouleversant. Je savais que les enfants et les ados souffraient. Je le savais, j'en ai moi des enfants. Et j'ai été un enfant. Mais je ne savais pas qu'on pouvait souffrir à ce point. Et quand j'ai recommencé l'écriture du roman, eh bien Nell, elle a fait ce qu'elle avait annoncé qu'elle allait faire. À savoir, elle a décidé de ne plus vivre. Et c'est indicible, un enfant qui décide de se tuer. Ouais, il y a quand même une grande question, c'est qu'est-ce que ça veut dire un monde où des enfants de 15, 16, 17 ans ont envie de mourir? Ça veut dire quoi de nous, ça? Au-delà de la catastrophe personnelle, pour elle, pour sa maman, pour ses sœurs, pour son père, pour les gens, pour ses amis, pour moi, en l'occurrence, parce que je l'aimais beaucoup. Et j'ai arrêté l'écriture du livre, en fait, tout simplement. Et 2 mois après, je l'ai reprise, et c'est sorti d'un coup. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit ce livre avec elle sur mon épaule, en fait. Très bizarrement, vraiment. Je suis pas mystique du tout, mais là, vraiment, j'ai eu l'impression de l'écrire avec elle. Ok. Voilà. Merci de partager ça. Et donc le livre, il lui est dédié parce que il est habité par elle. Merci. C'est pour ça que je te disais au début que pour moi c'était un livre qui parlait de ce que c'était d'être une fille en 2023. Okay. Évidemment, le narrateur est un garçon, mais pour moi, dans mon cœur, il y a une héroïne dans le livre. Et c'est Colette. C'est Colette. C'est le nom que j'ai donné à Nell. Et même si c'est pas tout à fait elle, c'est un roman, évidemment. Tout ce qu'elle dit n'a pas été dit, mais c'est imprégné d'elle. Et voilà. Ok. Faisons ça tout de suite, tiens, si tu veux bien. T'écris une lettre à la fin. Ouais. À ta fille. Ouais. Pour le coup, à ta vraie fille. Tu vas me faire lire ça? Mais tu vas me tuer. Tu m'as tué. Pourquoi t'as voulu écrire cette lettre à la fin à ta fille, à ta vraie fille pour le coup? Alors c'est très particulier parce qu'effectivement le héros s'appelle Jérôme, l'héroïne s'appelle Colette, c'est le nom de ma femme. Et à un moment, il y a peut-être un enfant qui arrive ou pas. Et d'ailleurs, elle arrive. Et elle s'appelle Adèle et c'est le nom de ma fille. Parce que j'avais... ça fait 27 ans que je suis avec ma femme. Et ma fille, elle a 21 ans. Et j'ai besoin de leur dire que je les aime. Ok. Voilà. Et
Et comme leur dire c'est pas assez, j'ai besoin de l'écrire. Et ça, ce livre-là, ce petit livre de, je sais pas, 200 pages là, je sais que ma fille, elle l'aura dans la bibliothèque quand elle aura 70 ans. Et que je serai mort depuis bien longtemps. Et qu'à travers ces 2-3 pages-là, j'espère qu'elle se dira... C'est incroyable. Je l'aimais bien, mon père. Voilà. C'est con, hein. Mais ça doit avoir avec la reconnaissance aussi, j'imagine. En tant que père ? Tu veux que je te lise ça, mais c'est très difficile à lire pour moi. Est-ce que Bon, on y va. Si tu veux. Je t'ai piégé un peu, pardon. Non, mais tu me pièges pas. Oh là là, il faut mes lunettes. Vas-y, prends tes lunettes. Ah putain. Bah ouais. Ah bah c'est l'âge, hein. T'as 48 balais, c'est ça? Putain, la presbytie me guette, moi, ça me... Ta vessie précoce, Oh non, la vessie précoce, m'en parle pas. Vieillissez pas, c'est une arnaque. Bon. Plus sérieusement, c'est dur. On y va. C'est la lettre du héros à la fille qu'il aura peut-être. Voilà. Très chère Adèle, voici quelques notes qui, je l'espère, te feront gagner du temps. Alors voilà. Aime l'idée de l'avenir. Ne le redoute pas, il arrivera quoi qu'il arrive. Ne l'attends pas les bras croisés, sors de chez toi. Frotte-toi aux autres. C'est la plus belle chose du monde, les autres. Ne crains pas la dose de souffrance qu'apporteront tes joies. Aujourd'hui et aujourd'hui. Sois tolérante, même envers toi. Ne te juge pas sans cesse. Accepte tes chagrins, ils font partie de la promenade. Mais ne t'y empêtre pas, c'est trop lourd à la longue ces choses-là. Mets de la joie dans ce que tu fais, la vaisselle, le travail, l'amour, saute dans les flaques. Sois indulgente envers tes parents, choisis tes amis avec la plus grande attention, ne fuis pas la souffrance. Mais ne l'aime pas. Tu ne seras pas parfaite, donc n'essaye pas. Bats-toi pour ce qui est possible. Ne laisse pas les autres dire ce que tu vaux, ils ne savent rien de toi. Choisis bien tes combats, ne te trahis pas trop souvent, même si ça arrivera parfois. Aime ce que tu deviens, n'idolâtre personne, trouve une passion, reste critique, lave-toi les dents 2 fois par jour. Les dents, tu sais, c'est important. Respecte les limitations de vitesse, ne téléphone pas en conduisant, prends soin de ton corps, mange lentement, chante, apprends un instrument, lis, danse, ne choisis pas l'argent. Il n'y en aura jamais assez. Va à l'école, je sais, c'est chiant, mais c'est important. Accepte le changement, voyage. Va découvrir comment vivent les gens. Prends des bains de soleil, nage la tête sous l'eau, fais du vélo sans les mains, visite le sud de l'Italie. Achète une petite maison si tu le peux. Avec beaucoup de fenêtres, c'est mieux. Pars quand tu dois partir. N'écoute pas ceux qui veulent te retenir. Cherche. Toujours. Apprends à faire des choses avec tes mains. Aime les matins. Choisis l'aventure. Prends le train. Ne te charge pas inutilement. Sois indépendante financièrement. Assure-toi d'être libre de partir à tout instant. Enivre-toi, parfois. Prends position pour le plus faible. Ne t'enterre pas dans tes croyances. Crée des liens. Souris. La joie est le seul vrai droit d'honneur à tout ce qui nous gâche la vie. Trouve quelqu'un à qui parler. Aime-toi. Tu ne seras jamais une autre, alors règle ça au plus vite. N'oublie pas qu'on oublie tout ce que l'on doit oublier. Tu auras des peines de cœur, mais toujours cela va passer. Quand tu as mal, dis que tu as mal. Quand tu es triste, dis que tu es triste. Ne crains pas les puissants, ils ne font que passer. Vis des histoires d'amour, il n'y a que ça de vrai. N'arrête jamais d'apprendre. La vie est plus longue que ce que tu crois. Et viens s'il te plaît voir ton vieux père de temps en temps. Je crois que tu lui manques. Je t'aime, papa. Voilà. C'est incroyable ce texte. C'est gentil. C'est daronnerie. C'est de la daronnerie. Tu vois, 101, c'est vraiment ce que tu as envie de laisser à tes enfants en fait finalement. C'était une liste de conseils de vieux cons à sa fille. C'est pas et des conseils de vieux cons. Tu vois, ce qui m'a. Moi, j'ai pas compris que la joie était le plus beau doigt d'honneur à tout ce qui nous emmerde. J'ai compris ça très tard. J'ai pas compris que la plus belle chose du monde c'était les autres. J'ai compris tard. Et j'ai envie juste de lui dire ce que j'ai compris trop tard moi pour qu'elle le comprenne un peu plus tôt. Et je crois que l'idée c'était ça. Et puis l'idée c'est de dire je t'aime aux gens quand même. C'est les dragons, hein. C'est chez Alary. Ouais. C'est incroyable. On va parler de toi maintenant. Ah, j'adore ça. La première question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, c'est à quoi tu ressemblais, Jérôme, quand tu avais 7-8 ans ? 7-8 ans, je vais te dire, j'ai pas trop d'idées parce que je ne regarde jamais des photos. Des boucles,
Des cheveux noirs, mère italienne, hein, chez moi. Rigatti, du nord de l'Italie. Des boucles noires. Des joues déjà un peu trop grosses pour moi. Turbulent, mais isolé, je dirais. Isolé. Ouais. J'ai toujours senti seul, moi. J'ai toujours eu ce sentiment d'être tout seul au milieu des autres. C'est marrant parce que Orelsan, il a chanté Seul avec du monde autour. Bah, c'est ma chanson Et préférée. quand j'ai entendu cette chanson, ça m'a complètement défoncé. J'ai dit merde, il a réussi à le dire en 7 mots, ce con. Et même pas, 5. Et ça m'a troublé. C'est ça, Seul avec du monde autour. Ok. Ouais. Parce que pour Orelsan, il y a un peu un côté je sors de la ville, je vais écrire, je vais revenir à une vie un peu simple, etc. Ça représente quoi pour toi, Seul avec du monde autour? Seul avec du monde autour, pour moi, ça représente le fait de faire illusion. C'est-à-dire que tu rentres dans la société, tu grandis, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu trouves un travail, tu travailles dans une grande entreprise. Moi, je travaille à la RTBF, c'est une grande, on est 1800, enfin, c'est une grosse entreprise, la plus grosse entreprise de médias de Belgique, c'est le service public, quoi. Et, oui, c'est l'équivalent de France Télévisions pour... Ouais, c'est ça, ouais. Et même là, tu es seul avec du monde autour. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression... Tu as toujours l'impression. J'ai toujours l'impression de vivre juste à côté, comme ça. Pas totalement là. Dans une forme d'isolement. C'est pour ça que tu t'es mis à écrire? C'est probablement pour ça que je me suis mis à faire de la radio, et c'est probablement pour ça que je me suis mis à écrire. Je suis en train d'étudier la question, figure-toi, ouais, avec quelqu'un que je paye. Et c'est une très bonne décision de vie d'une manière générale. Ouais, passer de l'isolement au lien. Je sais pas ce que je pense vraiment, ce que je dis à ma fille à la fin du livre. Je pense vraiment que la vie, ce n'est que le lien. La vie, ça se pratique en extérieur et avec les autres. Voilà. Et je pense que c'est les deux seules choses dont je suis certain à mon âge. Voilà. Et donc, Seul avec du monde autour, c'est ça pour moi. Ok. Donc, t'avais déjà cette sensation-là quand t'étais gamin? Ouais. Ouais, okay. j'ai toujours. Encore aujourd'hui? Ouais. Ok. Ouais, mais je fais illusion maintenant. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai. Quand t'étais gamin, tu faisais pas illusion? Non, je me faisais renvoyer de l'école. J'avais très peu d'amis. Maintenant, je suis tout à fait sociable. J'ai plein d'amis. J'aime passer du temps avec eux. Je suis joyeux, etc. Mais quand même, au fond, il y a toujours ce petit sentiment d'être seul. Ok. Ouais, c'est bizarre. Hein, je sais pas d'où ça vient. T'étais enfant unique? Non, j'ai un frère, un grand frère. Ok. Et même avec lui? C'est pas si simple. Ok. Ça me parle. C'est pas si simple. Père cheminot? Ouais. Ta maman, elle faisait quoi comme métier? Maman, elle était couturière. Ok. Et elle a remisé sa carrière pour élever 2 enfants comme les femmes le faisaient à l'époque, même s'il n'y avait pas assez d'argent dans le ménage. Fou, hein. Ouais. Et donc ouais, père ouvrier cheminot et ma mère à la maison a aimé ses enfants, ses 2 enfants. Ouais. T'as grandi dans un petit village de Belgique, hein? Ouais, ça s'appelle Flawin. Flawin. Il y a combien d'habitants? C'est tout petit, non? Flawin, pas beaucoup, vraiment. Tu connais vite les noms de famille de tout le monde. C'est près d'une plus grande ville qui est vraiment très impressionnante qui s'appelle Namur. Ouais. Tu connais Namur? Bien sûr. C'est très impressionnant. Tu sais, moi je suis lillois, hein, je te rappelle. Ouais, je sais. La Belgique, je l'ai. Hein. Ouais. Namur, c'est une très jolie ville avec la Meuse qui passe, une très belle citadelle, etc. Mais c'était la ville déjà pour nous. Nous, on habitait vraiment à la campagne. Moi, je traversais la rue, il y avait une forêt devant chez moi. Et j'ai vraiment grandi dans ce truc bucolique, quoi, avec des parents présents, aimants. Ah ouais. Sévère, mais aimant. Malgré tout, je me souviens d'être à l'école. Je détestais l'école. Et je me souviens être à l'école à 15 ans, être au dernier rang. Et je me souviens me dire, mais vraiment, je me souviens de l'instant comme si c'était hier. Je me souviens me dire, Jérôme, tu vas bosser et tu vas très vite partir d'ici. Je m'en souviens vraiment très bien. Et j'ai travaillé, je suis sorti et je suis venu à Paris, habiter, avec comme excuse de faire du théâtre au cours Florent. Okay. Mais vraiment, je pense que c'était une excuse. J'avais besoin de partir, alors que famille aimante, des amis,
etc. Mais quelque chose qui de l'isolement, qui me disait va dans une grande ville, va te frotter aux gens. Ici ça va pas. Mais c'est sûr que t'es très isolé dans un petit village de Belgique. Bien sûr, ouais, c'est pas mal isolé, ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à venir ici à 18 ans. J'habitais 3 ans et demi ici. J'ai rencontré des amis qui sont encore mes meilleurs amis, voire mes frères aujourd'hui. Tu voulais devenir comédien? Je voulais, ouais, j'avais une envie de ça. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que c'est l'écriture qui me plaisait. Mais le truc qui m'est apparu en premier, c'est le jeu. Mais en fait, la vérité, c'est que j'aime pas trop ça. Et que je réalise aujourd'hui que ce qui me passionnait, c'était l'écriture, c'était les histoires. Moi, j'adore les histoires. Ton deuxième bouquin d'ailleurs est adapté en pièce de théâtre. Ouais, il vient bientôt en France. J'allais dire, quand est-ce qu'il vient en France? Eh ben, il y a eu 130 représentations en Belgique, là, c'était super. On parle de succès, monsieur. Bah oui. Et non, c'est pas moi qui joue, je peux le dire. Et, c'est ton livre quand même. Colossal, il s'appelle Thierry Hélin, et il y a une tournée de 45 dates en France, là, ça s'appelle le Champ de bataille. Il va passer dans plein d'endroits en France, mais je les connais pas. Allez écoutez l'épisode d'Histoire de Daron si vous voulez en savoir plus sur le Champ de bataille, parce qu'on en parle très longuement pour le coup. C'est une bagarre entre son père. Le père et son fils. Et son fils. Et d'ailleurs, est-ce que le Jérôme des Dragons a pas un truc à voir avec le héros du Champ de bataille? Il y a une filiation, je crois, entre ces hommes-là, parce que c'est la colère, c'est le fait de perdre pied, mais c'est le fait de quand même croire que demain ça va s'arranger, mais un tout petit peu y croire. Et c'est ce qui sauve évidemment, parce que c'est ce qui nous différencie des gamins que j'ai rencontrés moi dans le centre psychiatrique pour ados avec les Dragons. C'est que eux, ils ont pas ces quelques pourcents où ils se disent que quand même, on va se faufiler et à la fin, ça va aller. C'est pour ça que j'ai besoin de hurler dans ce livre. Ne posez pas d'acte. Attendez. À un moment, l'autre va venir et tout va être bouleversé. Et je ne peux pas vous dire quand l'autre va venir. Mais statistiquement, dans nos vies, il faut quand même reconnaître qu'il y a toujours un moment où l'autre arrive. John Steinbeck, que je cite dans le livre, dit « Ce moment où l'incroyable viendrait à advenir ». Ben moi, je me souviens, c'est dans Des souris et des hommes, avoir lu ça quand j'étais tout gamin. J'avais 16-17, Flawine, isolé. Et cette phrase, je l'avais soulignée. J'ai retrouvé mon livre de quand j'avais 16-17 ans, elle est soulignée. Ce moment où l'incroyable viendrait à advenir. C'est magnifique, non? T'as connu, toi, le grand amour comme ça, la révélation dans la gueule, avec ta femme? Ouais, j'ai eu un coup de foudre. C'est formidable. Hein. Ça, c'est de la chance. Bien sûr, nous eûmes des orages, comme dit un célèbre auteur belge. Oui. Mais ouais, j'ai eu un coup de foudre pour ma femme. Je pense pas que ce soit réciproque d'ailleurs. Je m'ai jamais vraiment demandé. J'ai peur d'être déçu. Mais non, je crois que c'était pas réciproque. Et mais j'ai galéré, mais elle m'a finalement aimé. Et ouais, j'ai connu ça. Et en fait, j'avais envie de raconter ça dans les Dragons. Une des raisons pour lesquelles j'avais envie de mettre en scène l'histoire d'amour entre ces deux personnages, certes dans un centre psychiatrique, mais entre ces deux un peu cassés, et nous, je pense que ma femme et moi, on était un peu cassés, c'était pour revivre notre rencontre. Parce que c'est terrible, ce moment dans ta vie, où un quart d'heure avant, il n'y a rien, et un quart d'heure après, il y a tout. Et ça, quand même, c'est une bascule inimaginable. C'est comme si tu racontais le monde avant son avènement. Ouais. Ce que je dis dans les Dragons. C'est fou de repenser à ce moment où elle n'était pas là. Tu vois ? Et j'avais envie de tourner autour de cette idée-là. De ce moment où... C'est pour ça que je dis, c'est une apparition. Ils disent, cette fille n'était pas une fille, c'était un événement. Et vraiment... c'est ça en fait, un coup de foudre qui va changer ta vie, parce que derrière y a un chien, une voiture, une maison, une longue histoire à l'amour, et surtout évidemment des enfants et de la passion, et bien sûr plein d'orages, bien sûr vraiment des typhons. Oui, pas grave. La vie de couple, hein. Mais c'est un événement.
Et j'avais envie de donner à la rencontre cette ère d'événements. Voilà. Je pense que c'est pour ça que je commence à écrire le livre. Je t'ai entendu dans une interview où tu ne dis pas totalement la vérité. J'aimerais bien qu'on rétablisse ici la vérité. C'est vrai ? Tu vas voir. J'ai menti dans une interview ? Bon, menti, on va dire que t'as édulcoré la vérité. J'attends d'entendre. À propos de... Donc là, tu parles de Jérôme, qui a 15 ans. Donc. Ok. Lui, il va y aller avec une seule idée en tête, c'est de se barrer au plus vite, de se faire virer. Il a un bout de shit dans sa poche, il le dépose sur son bureau. Il sait très bien que si on le chope, il est viré parce que c'est un des interdits des centres psychiatriques pour adolescents. Sauf qu'entre-temps, il y a une jeune femme qui revient de l'hôpital où elle a été internée parce qu'elle s'était trop ouvert les poignets et il tombe instantanément amoureux d'elle. Et donc, il veut rester parce qu'il a une idée en tête, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui et que lui tombe amoureux d'elle et qui s'aiment et qui se sauvent mutuellement. J'aime trop ce moment où tu hésites. Je vois très bien. J'ai vraiment aimé ce moment où tu hésites. C'est tout à fait, je trouve ça petit. Salaud, je vois très bien où tu veux en venir parce que je sais que tu as lu le livre. Bien sûr. Et parce que ce gamin là, a 15 c'était ans. pour une grande librairie bordelaise, je pense, cette interview. Et je ne pouvais pas dire qu'en fait, tu sais, dans les romans, quand tu écris, il y a deux choses. Ton héros, il doit avoir un désir, et ce désir cache un besoin. Le besoin de mon héros, de Jérôme, c'est d'être aimé. Mais il ne le sait pas, il ne le comprend pas. Et pour ça, je dois lui donner un désir, qui est beaucoup plus trivial. Il a 15 ans. Je sais qu'il y a très bien un chapitre commence par l'année de mes 15 ans, je n'avais qu'un seul objectif, entrer dans une fille. Voilà, parce que je voulais me remettre à la place, j'ai honte de dire ça. Je voulais me remettre à la place du gamin de 15 ans. Génial. J'aurais pu en trouver plein, mais je voulais vraiment quelque chose qu'il voit là, qu'il pense qu'il a besoin de quelque chose de mécanique. Entrer dans une fille, c'est laid, c'est moche, mais je voulais que mon héros de 15 ans, il ait envie de ça. Parce que on peut être très obsédé par le sexe à 15 ans sans savoir nommer les choses, et cette expression ne me plaît évidemment pas. Mais dans sa bouche, je l'aime bien. Ça marche. Parce qu'en fait, il m'attendrit. Et je sais très bien, moi, que ce dont il a pas besoin, c'est pas d'entrer dans une fille, mais c'est d'être aimé et d'aimer à son tour. Moi, je le sais parce que je suis l'auteur. Et je peux le martyriser un peu et lui donner des pensées aussi débiles que celle-là. Mais du coup, ça le rend grand quand il comprend qu'en fait, une fois qu'il va voir apparaître cette fille, il n'a pas du tout envie de faire l'amour avec elle. Il est terrifié. Il a juste envie que cette fille le regarde. Il y a quand même une différence d'objectif qui est très importante, tu vois, une fois que l'amour te tombe sur la tête. Et je voulais ça, entrer dans une fille. Je suis pas très fier et en même temps, c'est pas moi, c'est mon héros qui le pense. Ouais. En plus, moi, ça marche, hein. Mais c'est vrai que j'ai édulcoré. J'ai adoré te voir bugger une demi-seconde. C'est la première fois que dans la promotion des Dragons, je dis entrer dans une fille. Voilà. Merci de me réserver cet exclu. J'ai vu cette interview tout à l'heure et je me suis dit, j'ai vraiment adoré ce petit moment d'hésitation où tu fais, bon, est-ce que il faut que je dise autre chose. Exactement. Est-ce qu'à 18 ans, t'es déjà en train d'écrire? Non. Ok. À 18 ans, j'écris des chansons. Ok. J'essaye d'écrire des chansons avec des copains et tout ça. Et j'aime bien de m'occuper un peu des paroles. En anglais et tout, c'est super beau. Yes. Mais j'aime bien. Je prends un plaisir à le faire. Et puis en fait, moi j'ai commencé à écrire super tard. Hein. J'ai commencé à écrire vraiment à 35 ans. Ok. C'est-à-dire que avant, j'avais très envie d'écrire. Mais je n'en avais pas l'autorisation. Tu écrivais pour ton métier, j'imagine. T'avais des trucs. Alors évidemment, j'écrivais, j'étais journaliste. Ton métier de journaliste. Pour la presse écrite, j'écrivais, mais j'écrivais pas des romans, j'écrivais pas des histoires personnelles. J'écrivais évidemment, et je prenais un plaisir fou d'ailleurs à écrire. Mais j'avais envie d'écrire un roman depuis toujours, depuis que j'ai 20 ans. Mais je m'étais jamais donné l'autorisation parce qu'en fait personne me l'avait jamais donné. Et à Flawin, par exemple, dont la grande ville à côté s'appelle Namur. Enfin, tu t'imagines le degré de truc qu'il faut pour arriver à Paris, tu vois. On ne nous donne pas nécessairement l'autorisation de faire ce genre de choses. Ça fait sourire les gens quand on habite là et qu'on dit qu'on aimerait bien faire ça. C'est ça la réalité. Et c'est pas très grave d'ailleurs, parce que si t'as vraiment envie de le faire, tu le feras. Voilà. Tu mettras juste un peu plus de temps, mais tu le feras. Et on revient à une forme de déclassement, tu trouves?
Il est évidemment que la lutte des classes, c'est quelque chose qui existe. C'est la lutte la plus importante de toutes parce que c'est la lutte qui est mère de toutes les autres. Le racisme, le féminisme, etc. Je pense que la lutte des classes est la mère de toutes ces luttes et qu'elles sont intriquées. Intriquées. Et dans Les Dragons, je pose un truc qui est que j'aimerais voir une société où la force, c'est pas d'avoir une voiture noire allemande ou d'être patron d'une PME, mais bien d'aimer le faible. La force, c'est d'aimer le faible. C'est la phrase qui revient pendant tout le roman et j'aimerais voir ce monde-là, mais nous n'avons pas grandi dans ce monde-là. Nos enfants actuellement ne grandissent pas dans ce monde-là. Et c'est vrai que la lutte des classes est importante et que quand... Moi, j'ai appris vraiment, j'ai appris qu'il y avait des grandes universités comme Cambridge ou... à 30 ans. Voilà. Je vous rappelle les jeunes qui n'avaient pas Internet à l'époque. Ou à 25 ans, j'ai appris ça, que en fait, il y avait d'autres universités que celles qui étaient à Louvain-la-Neuve, près de chez moi. Et encore, l'UNIF, c'était terrible. C'était déjà énorme. Bah ouais. Mais je ne savais pas qu'on pouvait sortir de soi. Qu'on pouvait aller au-delà de ce que les gens attendaient de nous. Je savais pas. C'est ce qu'on appelle un transfuge de classe, tu sais. Je sais. C'est ce qu'on dit. Oui, j'en ai. Tes parents n'ont pas fait d'études supérieures, tu vois. Non, j'en ai conscience d'avoir fait des choses que mes parents n'ont pas pu faire. Ouais. Et c'est d'autant plus dur de le faire, de se sortir de là. Je sais pas, on est d'autant plus redevable envers eux, évidemment, parce qu'ils nous ont permis. Moi, je me rappelle, à 18 ans, mes parents, ils avaient pas un bal. Quand je leur ai dit, je vais aller habiter à Paris, etc., ces gens, quand même, ils m'ont dit oui. Et c'est quand même formidable. Alors que vraiment, ça devait leur ficher la trouille. Ça a dû leur compliquer la vie pendant un certain temps parce qu'ils ont dû m'aider au début, etc. Mais ces gens m'ont dit oui, quoi. C'est quand même hallucinant. Et grande leçon de parents, ça. Ouais. D'ailleurs, ton père est mort très jeune. Ouais, mon père est mort à 59 ans. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 34 ans. C'est jeune pour perdre ton père. Ouais, trop. C'est surtout trop jeune pour mourir, 59. Oui. Plus que 34 pour perdre son père. Mais ça, c'est... On est tous victimes de l'injustice à un moment dans la vie. Et... Je me rappelle, j'avais écrit dans le champ de bataille, le problème, c'est pas son absence. Parce que je vivais loin de lui depuis longtemps. Le problème, c'est que c'est pour toujours. Et je n'ai pas avancé depuis. Ah. Ouais, c'est-à-dire que je suis très masochiste sur ça et victime d'une immense injustice. Il a été victime d'une immense injustice. Mourir à 59 ans, c'est chiant, quoi. Et j'ai pas le deuil très très facile. Et oui, parce que là, t'as 48, ça fait 15 piges que tu... Ouais, et puis si je vis comme lui, il me reste 11 ans. Tu vois, et c'est absolument terrifiant. Statistiquement, ça n'existe pas, Jérôme, tu le sais. Non, je sais, ça va, j'y pense pas tous les matins, mais ça me montre combien sa vie a été trop courte. Et ça me met en colère, mais après, malheureusement, c'est comme ça que la vie va. Et on doit l'accepter, parce que, y a pas le choix, hein. Mais le manque, ça va, le manque pour toujours. Oh, je trouve qu'on n'aurait pas dû nous faire ça, quoi. C'est salaud. Je comprends. Ton père meurt quand t'as 34 ans, tu commences à écrire à 35 ? Ouais. Y a-t-il un lien ? Évidemment. Évidemment. Il y a une phrase formidable qui dit « Quand le père est parti, se libèrent les forces du désordre ». Je sais plus qui a écrit ça, allez vérifier. Mais c'est une phrase très forte. Et un jour, je faisais Heptaxi, c'est une émission que je fais en Belgique sur la RTBF, qui est diffusée sur TV5 Monde. Et je conduis quelqu'un dans un taxi, je pose des questions. Et j'en fais un avec Jean-Louis Aubert un jour. Et donc le chanteur de téléphone pour les jeunes qui n'ont pas. Oui, exactement, le chanteur de téléphone. Et je lui dis cette phrase. Et il réfléchit, il me dit, vous avez raison, moi j'ai un autre truc. Et il me dit, perdre son père, c'est tu vas à la fenêtre, t'ouvres la fenêtre, et il n'y a plus de balcon. Et j'avais trouvé ça fou. Le côté, il y a un truc du vide quand le père disparaît. Et
Et c'est comme ça, on a tous, hein, je pense que toutes les gens qui sont en train d'écouter là maintenant, et toi, on a tous des drames dans nos vies. Moi, c'est celui-là, et puis il y en a d'autres, et il faut faire avec. Et t'arrives à le voir un peu comme une forme de cadeau aussi, le fait qu'il t'ait peut-être libéré sur l'écriture? Non. Okay. Non, parce qu'il m'a pas libéré sur les... Enfin, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est vrai. Tu as raison. Une fois qu'il meurt, je commence à écrire. Dans mon premier roman, Éviter les pages, je parle de lui. Parce que le personnage, il est complètement paumé. Et il va sur la tombe de son père. Et il parle. Et cette tombe, évidemment, ne répond pas. Parce que c'est le problème avec les morts, quoi, tu vois. C'est qu'ils ne répondent malheureusement jamais. Tu parles à un bloc de granit. Et peut-être que c'était pour m'adresser un peu à lui. Ouais. Peut-être. J'en parlerai à la personne que je paye. Tiens. Ça me rajoute ça à l'ardoise. Non, mais je trouve j'adore les carrefours, tu vois, d'existence. Et là, effectivement, les morts sont toujours des carrefours, en fait. Et surtout pour les vivants. Bien sûr. Ah oui, non, mais la mort, c'est chiant pour les vivants. Hein. Après, c'est chiant quand tu sais que ça arrive aussi. Et ça, c'est terrible. Ouais, ton père était malade, c'est ça? Ouais. Je comprends. Mais revenons à ton parcours. À quel moment tu te dis, tiens, en fait, les médias, ça pourrait être une bonne idée? Parce qu'on s'est arrêté au cours Florent à Paris. Ouais. Je fais les cours Florent à Paris, ça dure 3 ans. J'adore ça. J'adore cette école, je m'y amuse, j'aime bien travailler les textes, etc. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est faire ma remise à niveau de lecture. Parce que je viens de Flawin, j'ai lu un peu, mais quand même pas tant que ça. Et là, il y en a plein, ils ont déjà lu tout. Et donc, le soir, quand même, je me fais des heures et des heures de lecture. Et mon plus beau souvenir d'habiter à Paris entre mes 18 et mes 21 ans, c'est ça. C'est de lire sur les bancs, c'est de lire dans les bars, c'est de lire dans ma petite chambre et que le monde s'ouvre comme ça. Ouais. Et d'apprendre plein de choses. Il y a une page sur ça, dans Les Dragons, justement. Je dis, voilà ce que les livres m'ont appris, que l'école a oublié de m'apprendre. Et ça vient de ces années-là. C'est vraiment des lectures de ces années-là. Fondatrice. Et puis j'en ai marre. Ce monde du théâtre, etc., ne me plaît pas. Je n'arrive pas à trouver une place là-dedans. Ouais. Je ne m'y sens pas bien. Je rentre en Belgique. Ah, donc tu quittes Paris. Je quitte Paris, ouais. Je quitte Paris au mois d'avril et 10 jours après, je rencontre Colette. Et voilà. Incroyable. Comme quoi, quand même, tu vois. C'est ouf, hein. Et en fait, pour la petite histoire, Colette, qui est ma femme, la maman de mes enfants depuis 27 ans, on est nés le même jour de la même année. C'est fou, hein. Vous êtes des jumeaux. Ouais, on est des jumeaux cosmiques, ça s'appelle. Et selon les astrologues, on devrait faire des enfants génies, tu vois, mais c'est pas visible à l'œil nu encore. Et coucou les enfants, si vous écoutez. Et voilà. Et donc, tous ces hasards, tu vois, je quitte et 10 jours plus tard, je la rencontre, c'est fou. Hein. Incroyable. Et en fait, elle fait des études, elle commence des études. Et elle me dit, toi, tu vas faire quoi? Et donc, je fais des études. Et je choisis le journalisme parce que j'aime la radio. J'aime écouter la radio. Et à partir de ma deuxième, en fait, je fais un stage à l'RTBF chez un monsieur qui est culte en Belgique, qui s'appelle Jacques de Pierrepont. J'aime bien dire son nom parce que c'est mon papa de radio. Et lui, je vais faire mon stage et il va me dire, toi, tu restes ici un peu. Et j'en parle d'ailleurs dans le livre. Il me dit, t'es peut-être à ta place, petit. Et on va s'occuper de toi un peu. C'est bien. Ce que tu fais là, ce que tu montres, c'est bien. Et c'est pas tout le temps dans la vie que quelqu'un nous dit ça. Incroyable. Hein. Nous dit c'est bien. T'es peut-être à ta place, réfléchis. En tout cas, moi, je suis là et... Si t'as besoin... je peux. Et il m'a mis la main à la pâte. Et c'est une super belle histoire parce que c'est mon papa de radio. C'est le John Peel belge, hein, ou le Jack Lang tu vois, belge, si tu veux. Tout le monde le connaît en Belgique, il est mythique. Et aujourd'hui, il est pensionné. Et donc, il ne peut plus travailler à RTBF. Et aujourd'hui, moi, j'ai une émission, évidemment, parce que c'est de mon âge d'en avoir une grande émission qui marche bien. Ouais. Et je l'ai invité dans l'émission. Et il vient toutes les 2 semaines dans mon émission faire quelque chose. Et donc, on est en train de boucler la boucle, lui et moi. C'est chouette. Trop bien. Quel bonheur. Ouais, c'est super. Je suis très content de ça.
Il y a un moment aussi, j'ai vu. Alors, ta page Wikipédia, mon vieux, faut faire un truc. Hein. T'as vu la photo? Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est quelqu'un qui m'aimait pas qui l'a mise. C'est ma théorie. Et en même temps, je la change pas parce que je sais pas comment on fait, mais vraiment, elle est terrible. Si vous êtes sur Wikipédia, changez la photo de changez Jérôme, la quoi. photo. Parce que vraiment, c'est triste, quoi. Ouais, elle est embarrassante. En fait, il y a peu de choses sur toi, hein, sur cette page. Donc peut-être que les gens aussi pourront venir agrémenter avec ce podcast. Je suis très content. Mais il y a aussi un moment où, en fait, t'es chez Pure FM, qui est une radio que j'écoutais c'est vrai en France, ah ouais, bien sûr. Lille. Tu peux écouter les radios belges et capter la télé belge depuis depuis Lille. Enfin, exactement. Aujourd'hui, t'as tout sur le câble. De toute façon, on s'en fout, c'est plus pareil. Non. Mais et tu te fais virer. Ouais. Et j'ai trouvé un vieil article qui explique d'un auditeur, je crois, ou d'une auditrice qui dit c'est dégueulasse. Jérôme Collin, c'était super ce qu'il faisait. Ah, il y avait une pétition. Il y a une pétition de dingue qu'ils ont dû fermer. Et effectivement, après 3 mois, ils m'ont repris. Mais j'ai été viré sur le champ. J'avais 29 ans. Ma femme attendait, on attendait notre 3e enfant. Et je me suis viré, sur le champ. T'es un rebelle? Ouais, bien sûr, je suis en colère. Non, mais j'ai des colères d'enfant. C'est comme ça, tu vois. Mais je ne suis pas, je ne me mets pas en colère. Je suis en colère. C'est-à-dire que je ne gueule pas sur mon patron, tu vois. Je suis en colère. Et je suis révolté. Et tu crées des contenus de ce fait-là qui foutent un peu le bordel sur l'antenne, c'est ça? Et puis, tu sais, dans la vie, il y a une phrase formidable de Woody Allen, avec tout ce qu'on peut penser de lui aujourd'hui. Mais quand même, il dit faites attention aux gens que vous croisez quand vous montez, parce que vous allez croiser les mêmes quand vous descendrez. Et moi, j'avoue, à 29 ans, j'ai eu des gens professionnellement autour de moi qui étaient cruels. J'ai eu notamment un patron cruel, très dur, humiliant, malveillant. Et je me laisse pas faire. C'est-à-dire que si tu es cruel avec moi, je ne vais pas te dire merci. Et donc c'est ce qui s'est passé, mais évidemment il est plus puissant. Mon père m'avait dit, il m'a donné un conseil, mon père dans ma vie. Il m'a dit fais attention au mec à qui on vient de donner un képi. Je trouve cette phrase géniale. C'est incroyable. Fais attention au mec à qui on vient de donner un képi. Ça veut tout dire. Les petits chefs. Fais attention aux petits chefs. Et là c'était un petit chef. Et voilà. Et alors c'est très marrant parce que je suis toujours en colère évidemment. Et aujourd'hui je le croise et il descend. Il est dans la merde. Ouais. Et j'ai pas de peine pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas passé. Voilà. J'en suis désolé. On règle pas tout dans la vie, mais ça, par exemple, c'est une cruauté dans le travail, qui est un mal de société. Hein. Clairement, là, je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui savent ce que c'est. Je pense que c'est impardonnable. Je pense qu'on peut faire du mal que aux gens qu'on aime, pas aux gens dans le travail. Vraiment. Quand il y a un enjeu affectif très fort, alors oui, on peut se faire mal parce que ça fait partie de l'amour, parce que la promiscuité, c'est compliqué. Mais dans le travail, où on rentre chacun chez toi le soir, où on n'a même pas d'affect, on n'a pas à être amis, on ne peut pas faire mal aux gens. Point. Ce n'est pas un endroit où on souffre. L'amour, c'est un endroit où on souffre. La famille, c'est un endroit où on peut souffrir. Parce qu'il y a quand même un défi plus haut que tout ça. Mais le travail, non. Le travail, on va faire son travail. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, pas de pardon pour les cons. C'est ça que je voulais dire. Sur ce coup-là, j'y arrive pas. Et puis en même temps, t'as un temps limité avec la personne que tu payes, quoi, tu vois, donc à qui tu dois raconter des trucs. Donc ça suffit. Exactement. Quoi, et il faut que je règle quand même certaines choses pour pas m'appauvrir à mon tour. 2-3 autres trucs. Mais avant ça, en fait, avant de te faire virer, tu démarres Heptaxi. Ouais. D'où vient cette idée? Alors l'idée, elle vient de l'équipe. C'est un mec qui s'appelle Renaud Fallis qui a eu l'idée de Heptaxi. Il travaillait avec une productrice mythique qui est ma maman de médias. J'ai Jacques de Pierrepont qui est mon papa et ma maman de médias. Elle s'appelait Anne Isler. Elle est décédée malheureusement aussi il y a quelques années. Ça a été un drame
immense et ils avaient une réunion où ils ont réfléchi au moyen de faire des interviews différemment, etc. Et ils sont venus avec cette idée du taxi dans la ville, voilà, bêtement, et d'un taximan qui charge des gens et qui discute, qui tape la discute, comme on dit. Tu fais plus que taper la discute. Ouais, c'est des interviews quand même, on prépare. Non, mais ce que je veux dire, c'est taper la discute, pour moi, c'est du small talk. C'est tu veux parler de la pluie, du beau temps, etc. Là, c'est chaud. Tu commences toujours, il y a toujours un petit peu de moment de small talk qui dure environ 30 secondes. C'est pour les endormir. Voilà. Et puis après, bim, tu rentres dedans, quoi. C'est des vraies interviews profondes, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore mon métier d'intervieweur. Mais vraiment, j'adore. C'est tellement plus gai d'interviewer que d'être interviewé. Parce que déjà, t'apprends plein de trucs. Et c'est le but de la vie, quand même, d'apprendre des trucs. Je le dis à Adèle à la fin du livre, tu vois, apprends. Cesse jamais d'apprendre. Et c'est pour ça que j'adore interviewer les gens et mon métier, parce que des gens que tu ne connais pas, tu les rencontres, tu dis bonjour, tu montes dans la voiture, et 3 minutes 30 après, t'es en train de parler d'un truc incroyable. Incroyablement intime. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut y aller et on y va tous les deux. Et ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Quelqu'un que tu croises dans un bar, 10 minutes après, tu vois, ne va pas t'expliquer ce qui le fait chavirer. Tu vois, ce qui le met à terre. Là, oui. 10 minutes, un quart d'heure après, 20 minutes après, on se raconte des choses comme ça. Et j'adore mon métier pour ça. Ouais. En plus, comme ici, ça l'a dit. Exactement comme ce qui se passe ici. C'est pour ça que j'adore ça. J'allais dire, toi, t'as un truc beaucoup plus complexe en plus, c'est que t'es en train de conduire, et en plus, tu vois pas la personne. Tu vois la personne dans le rétroviseur. Ouais. Et la personne, j'imagine, voit juste tes yeux, et c'est tout. Ouais, on se regarde pas. Moi, je conduis vraiment dans la ville. Et effectivement, on ne se voit qu'à travers le rétro. De temps en temps, quand je galère un peu, quand ça n'a pas le rythme qu'il faut ou l'intensité qu'il faut, au feu rouge, je me retourne, je fixe dans les yeux, je dis rien, et je repars. Et souvent, il se passe quelque chose. C'est bizarre, hein. Incroyable. Ouais, il fallait un contact comme ça avec les yeux. Ça fait 20 ans qu'on fait l'émission, maintenant on a développé plein de petits trucs, mais et aussi le freinage qui sert à rien. Oh, tu vois, pour les réveiller un peu quand je les trouve mous, par exemple. Moi, je suis salaud. Non, mais t'as raison. Mais on coupe, on a l'impression qu'on les traite bien, en fait. Alors qu'en fait, tu les fais bouger sans arrêt. Gros coup d'accélérateur et de frein. Mais c'est fou de parler de choses intimes avec les gens, en fait. C'est marrant, comme. C'est ce qu'on a de plus beau, quoi, échanger nos blessures. Parce que c'est... Puis tu dis que c'est intime, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en plus, pour moi, c'est très intime, certes, mais pour moi, c'est d'autant plus universel. Ah ben ouais, évidemment. Mais c'est ça, échanger ses blessures. C'est juste pour montrer, tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Et ceux derrière le poste, en fait, ne sont pas seuls. Avec du monde autour. Ouais, avec du monde autour, certes, mais quand même pas seul. On n'est pas aussi seul qu'on ne le croit. Et aujourd'hui, la solitude est un mal quand même de société, et notamment chez les ados et chez les jeunes, et c'est terrible. Et dans Les Dragons, je ne dis que ça, en fait. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, que ce soit aux parents ou aux enfants, aux ados, aux jeunes, fait que dire ça. Tu n'es pas seul. Moi, c'est ce que les livres m'ont dit. Quand j'avais 16, 17, 18, 19 ans, tu n'es pas seul. Et ça m'a vachement réconforté. C'est d'autant plus incroyable, je trouve, que tu as vraiment reçu des... Enfin, t'as reçu des pontes, hein, t'as plein de stars. Ouais. A priori, même pas, j'allais dire plutôt francophone, mais non, t'as fait des épisodes en anglais, non? Ouais, là, justement, au mois de septembre, là, on a été tourné à New York. 4 taxis, ouais, c'était génial. Et on a fait Michael Stipe, qui est le chanteur d'REM. On a fait Nile Rodgers, le guitariste de Chic, qui est quand même le mec qui a fait Let's Dance pour Bowie, ou il a bossé avec Daft Punk, hein, bien sûr, sur Get Lucky. Incroyable. Et on l'a fait là, on l'a reconduit chez lui dans le Connecticut et tout, c'était super. Donc c'est la première fois vraiment qu'on est aux États-Unis, à New York, faire des émissions. C'est Taxi, c'est la ville des taxis. On s'était toujours dit qu'un jour on le ferait, et là c'est diffusé pour le moment. Mais oui, on a fait pas mal déjà avec des anglophones, avec Ben Harper aussi, chanteur, etc. Je trouve ça d'autant plus génial, tu vois, d'avoir vraiment, t'as des énormes stars et tu les fais parler de trucs très très personnels très vite, quoi. Ouais. Ça les humanise. C'est ce que les gens, c'est marrant, hein, c'est ce que les gens me disent. On aime bien de regarder votre émission parce que du coup ils deviennent des vrais gens. Ouais. Et en fait ça les dérange pas de le faire, hein, de montrer qu'ils sont comme nous et qu'ils ont des chagrins,
des colères, comme tout le monde. Je me souviendrai toujours. Jean Dujardin, il a détesté l'école. Et on parle justement de l'école, et il me raconte que un jour, il y a le prof de maths qui a dit à la classe, vous voulez rire un peu, Dujardin au tableau. Et quand il le racontait, le mec, depuis, il a eu un Oscar. Oui. En termes de revanche sur l'enfance, c'est très fort, un Oscar. Tu vois ? Eh bien, il pleurait. Et là, il avait une larme qui coulait en racontant ce moment d'humiliation où il a été appelé au tableau pour rire de ses capacités en maths. Le mec, depuis, a eu un Oscar. Et malgré tout, c'est des blessures qui se quand il te le referment pas. raconte, il a encore une larme. Bien sûr. C'est fou, hein. Comme quoi il faut faire attention de la manière dont on traite les enfants. Dans les dragons, je dis, il faudrait traiter tous les enfants comme on les traite en psychiatrie, avec précaution. C'est des choses qu'il faut traiter avec précaution. C'est pas pour ça qu'il faut laisser tout faire, les enfants rois et tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais ne pas être blessant pour être blessant, et surtout ne jamais être humiliant. Parce qu'on ne l'oublie jamais, même si on a un Oscar. Ouais. Et ça m'a frappé. Et je crois que moi, je vois les jeunes parents, là, ils arrivent à faire un truc incroyable que j'ai un peu l'impression que la génération de mes parents n'arrivait pas à faire, c'était de s'excuser. C'est de s'excuser, c'est de venir dire pardon, je suis monté trop vite, pardon, j'ai dépassé les bornes, etc. Mais je sais pas toi, hein, ouais, je constate autour de moi que je suis là, waouh, c'est incroyable. qu'il y a des jeunes qui savent le faire, et puis nous allons aller leur donner des leçons. Nous sommes ce qu'on appelle les sachants. Non, pas du tout. Ouais, j'ai des doutes aussi. Calmons-nous. Ouais, j'ai des doutes aussi, ouais. Exactement. Parlons de on peut dire que tu as une carrière d'écrivain maintenant. Alors non, je dis scribouillard. Ouais. Raconteur d'histoire, j'aime bien. T'oses pas dire écrivain ? Non. Pourquoi ? Je sais pas. C'est le petit garçon de Flawin qui ose pas dire écrivain ? Je crois, ouais. Vraiment, je n'ose pas le dire. Je ne sais pas le dire. Et c'est pas de la... C'est pas un truc mal placé de mode... Ouais, je sais. mais c'est des livres de scribouillard. Je m'applique. C'est magnifique. Je fais de mon mieux. Je vous dis que c'est magnifiquement écrit. J'ai chialé ma race, d'accord ? Oui, et je chiale en l'écrivant, celui-là. Les dragons pour l'histoire que je t'ai raconté. Je dis pas que je travaille mal ou que je n'ai aucun talent. Je dis juste que je ne sais pas dire écrivain. Voilà. Je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. Je mets tout mon petit cœur de beurre sur la table, vraiment. Tu vois ? Mais je ne sais pas dire écrivain. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est lié. Vas-y. Parce que je suis journaliste, je crois. Ah. Et que depuis toujours, et que ça prend la place. C'est pas une question de légitimité, parce que je les sors, mes livres. Tu vois, ils sont lus par quand même pas mal de gens maintenant, tu vois. Et mais je suis journaliste quelque part. Et quand même, Les Dragons, c'est un travail de romancier pur, mais c'est aussi un travail journalistique où je suis allé faire une immersion là-bas, etc., etc. Donc je sais pas. Il faudrait une contraction entre les deux. Je crois que pour les gens qui savent pas, il y a un vrai complexe chez pas mal de journalistes qui écrivent, d'une manière générale, sur le fait justement d'écrire, et qu'ils considèrent qu'ils n'écrivent pas, que c'est de l'écriture journalistique et que ça n'a strictement rien à voir avec l'écriture romanesque. Ouais, c'est un peu ça qui t'anime là quand tu parles de ça. Peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que c'est ça, c'est que j'ai tellement écrit pour la presse écrite, etc. Et j'ai tellement écrit des billets radio, etc. que là, le fait d'écrire des histoires qui se lisent au long cours, des romans, c'est autre chose que je ne parviens pas à nommer encore parce que ça reste exceptionnel dans ma vie. Ok. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, c'est bizarre, hein. Non, c'est juste que je vois qu'il y a des gens qui ont sorti un bouquin et qui désormais se disent auteurs dans leur bio LinkedIn, etc., etc. Et que je t'entends. Moi, on sait que j'ai pas fait ma page Wikipédia, sinon j'aurais pas mis cette photo-là. Tu vois, c'est le seul truc, tu vois, je suis le seul mec au monde dont c'est sûr que c'est pas lui qui a fait sa page Wikipédia quand on voit la photo qui a été déposée. C'est ma fierté. J'imagine que c'est pas calculé à l'époque, parce que si j'ai bien compris, éviter les péages, tu voulais pas l'envoyer à qui que ce soit, à aucun éditeur. Non, j'avais écrit pour moi, pour régler un problème de moi à moi, qui était un problème d'orage de couple. Et un jour, je suis à la radio, j'interviewe Mathieu Ricard. Et il y a une dame là que je vois pas bien parce qu'elle est derrière la vitre, que je suis concentré sur mon interview avec Mathieu Ricard en radio, etc. Et après Mathieu Ricard sort, et puis cette dame part avec lui, et voilà.
Et le lendemain, je reçois un email dans ma boîte. C'était Nicole Lattès. Nicole Lattès, quand même, immense dame de l'édition française qui malheureusement nous a quittés l'an dernier. Elle a supervisé le début du travail sur les dragons. C'était mon éditrice. Et malheureusement, elle nous a quittés. Et Nicole me dit merci pour votre interview de Mathieu, etc., etc. Et je te jure, elle m'écrit, si un jour vous avez envie d'écrire, faites-moi signe. Et je te jure vraiment maintenant que une semaine avant, j'avais fini Éviter les péages, mon premier roman. Rien n'arrive par hasard. C'est quoi ce truc, tu vois? Et donc, du coup, je l'ai envoyé. Et je l'ai envoyé à une personne qui était Nicole, et elle travaillait pour Alary Édition, avec Guillaume Alary. Et 3 jours après, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, pouvez-vous venir à Paris lundi pour signer votre contrat? Voilà. Terrible, hein? Génial. Ouais, ce qu'on appelle la chance. Je crois pas. Quand même. Tu crois? Bah, les autres qui tombent sur ton chemin, c'est de la chance. Tout ça se provoque et tout ça, mais vraiment, on a quand même, je pense pratiquement tous, 3-4 fois dans nos vies, des moments comme ça de pure magie. Tu parlais de la mort tout à l'heure, qui est un carrefour, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus joyeux. C'est le moment où des gens se mettent au travers de nos vies. Ben Harper, il a une sublime chanson qui s'appelle Waiting on an Angel, sur son premier album Welcome to the Cruel World, et il dit, en gros, il dit dans la chanson, sois toujours sympa avec quelqu'un qui vient frapper à ta porte, parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être ton ange. Moi, je crois pas trop en Dieu, etc. Mais il y a un côté comme ça, ange. On a des gens quand même au travers de notre route qui changent nos vies. Et moi, Nicole Lattès, elle a changé ma vie. Ouais. Est-ce que tu te rends compte aussi que ce bouquin, c'est une façon de te faire connaître en France? C'est quand même incroyable que, en fait, tu sois connu comme ça en Belgique. Tu vois, pour moi, c'est ça. Je suis allé au Canada aussi. Enfin, donc je connais bien la Belgique. Je suis allé au Québec. Et en fait, il y a des gens qui sont des immenses stars là-bas. Ouais. Et qui n'arrivent jamais en France. Ouais. Alors, moi, j'aime bien, ça me dérange pas l'idée d'être connu en Belgique et pas ailleurs. Évidemment, j'ai de l'ambition, tu vois. J'aime bien le succès, hein. Je trouve pas ça honteux, moi, le succès, du tout. Mais j'aime bien ma petite vie avec ce succès en Belgique. Elle me suffit, et c'est franchement une vie tellement mieux que ce que j'avais déjà imaginé, mais tellement mieux que ce qui était prévu pour moi. Tu vois, que franchement, ce serait gonflé de demander plus. Mais quand même, j'en veux toujours plus. Et c'est pour ça que je vais voir ce monsieur que je paye, pour que ça s'arrête, parce que je trouve ça indécent des fois. Mais c'est vrai que Les Dragons, là, c'est la première fois vraiment qu'un livre prend en France. Il y a énormément de librairies qui sont derrière. Mais moi, j'ai une espèce de schkoumoun avec la France, comme ça. J'ai plein de possibilités avec la France, dans les médias, etc., notamment, et jamais rien ne s'est fait. Donc je pense que j'ai une espèce de condamnation avec la France, donc j'y crois plus tant que ça. Encore trouver ton ange français? Non, putain, il tarde à venir. Tu sais, dans l'édition, aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, la presse traditionnelle reste extrêmement pesante dans la carrière d'un livre, et ça, on a un peu plus de mal, par exemple, à décrocher avec Les Dragons, pour être très honnête et très pratique. Quand est-ce que tu vas dans la grande librairie, quoi? C'est pas moi qui décide. Bah mais s'ils veulent, j'y vais. Bah je leur enverrai le podcast. Non, mais c'est vrai, ça mérite. Écoute, ça, c'est évidemment pas à moi. Bien sûr, de le dire. De le dire, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux? La paternité. Ouais. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Et finalement, on n'a pas tant parlé de succès que ça. Si, pas mal. Ouais. C'est quoi un couple dont on peut dire qui a du succès? Ouais. Incroyable. Que c'est un succès. Que ça a bien marché. Déjà, de venir dire que ça a bien marché, c'est qu'en fait, pour moi, un couple qui marche bien, c'est un couple qui part du principe que ce sera jamais, je le disais tout à l'heure, pour toujours, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, de se rendre compte de ça, parce que il y a un côté définitif dans le pour toujours, je trouve, qui
qui fait un peu peur et qui trop de aussi, pression. et c'est ça qui est tellement définitif que ça y est en fait, t'as même plus à te battre entre guillemets pour que le couple survive. Et puis après pour moi, je sais pas comment moi j'ai vécu 25 ans en couple. Je suis divorcé depuis 3 ans et demi maintenant, donc je redécouvre un truc incroyable qui est le célibat, et en fait de travailler. Enfin, pour moi, l'amour, c'est ça, c'est du travail au quotidien. C'est un vrai travail, mais pas un travail laborieux. C'est juste du taf, quoi. Ouais, moi, je pense aussi, je le pense très fort. Il faut travailler pour que le couple fonctionne, quoi. Sur le désir aussi, par exemple. Tu vois, surtout à nos vieux âges. Ouais, évidemment. Non, mais c'est vrai, sur le désir, tu vois, c'est s'endormir 25 ans auprès de la même personne et nourrir ce désir, ça demande une forme d'engagement des deux personnes. Et c'est tellement chouette quand ces deux personnes fournissent cet engagement et que ce désir perdure. C'est formidable. C'est presque de la magie parce que scientifiquement, ça devrait s'éteindre. Okay. Et je trouve que c'est ça le truc de l'amour au long cours. C'est de parvenir à faire vivre des choses qui devraient être mortes. Et pourquoi tu voulais parler de succès dans le couple ? C'est parce que je me pose beaucoup la question. Nous, on est ensemble depuis 27 ans avec ma femme, avec Colette. Et plein de gens nous disent « Waouh, c'est formidable !» et tout ça. Ben, pourquoi ce serait plus formidable, 27 ans, que un an flamboyant ? Bien sûr. C'est drôle quand même que les gens pensent comme ça. C'est peut-être terrible ces 27 ans. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est peut-être 27 ans de malheur, tu vois. Il y a plein de couples qui vivent ensemble juste parce qu'ils deviennent colocataires et qui se détestent sur la fin de leur vie, quoi. Et donc, je suis toujours assez impressionné par le fait de longueur égale succès dans le couple. Ce qui est... Non, ça peut être 3 mois flamboyants et qui vont te rester, mais gravés toute ta vie comme la plus belle histoire d'amour de ta vie. Sûr. Et t'auras eu un chagrin et tu t'en remettras. On se remet de ça, en fait. La vérité, c'est qu'on s'en remet. C'est terrible. C'est triste, des fois. Moi, il m'arrivait un jour, je me souviens, je m'étais fait plaquer, je sais pas, à 17 ans, etc. Ça avait été la fin de ma vie. Et il y a 10 ans, j'ai essayé de me souvenir de son prénom, je me souvenais plus. Et c'est horrible d'être à ce point guéri des gens pour lesquels t'as pleuré. Mais on est fait comme ça, on est plutôt des bêtes bien construites, les êtres humains, quoi. Et on arrive à mettre de côté, à aller de l'avant et tout, et je trouve ça superbe. Eh ben, ça me parle pas mal. Jérôme, t'es sur Insta, hein, je mettrai pour tous les gens qui veulent aller découvrir ton travail, aller acheter ces bouquins, c'est super. D'autant plus si vous êtes des mecs autour de 35-45 ans, ça devrait vous parler encore plus, quoi. Ouais, exactement. Et les dragons, là, particulièrement, je l'ai fait pour... En fait, c'est le plus ouvert, je pense, de tous, parce qu'il est fait pour les adultes et il est fait pour les jeunes. Parce que ça parle aussi de ce que c'est les jeunes, donc pour les parents, pour les enfants. Je sais pas bien quelle est la... Très honnêtement, je sais pas bien quelle est la cible de ce livre, mais je pense que à la fois les parents et les gosses. Alors pas à 15 ans, hein, parce que c'est quand même un livre, je pense, un peu brutal. Même s'il y a plein d'espoir, ça reste un livre brutal. Je le mettrai pas dans les mains d'un enfant de 14 ans, quoi. Mais de 17, 18, évidemment. Ma fille a 17 ans et elle vient ce week-end, je vais lui donner. Ils sont prêts. Alors, c'est parce qu'il y a des choses dures dans le livre, parce que quand tu rentres dans ces centres psychiatriques pour ados, tu vois des choses dures. Et si tu les as vues, tu dois les raconter. Et donc elles y sont dans le livre, ces choses extrêmement brutales. Mais ça fait peur aux parents. Parce que les enfants qui ont 17, 18, 19, 20 ans aujourd'hui, les jeunes, ils vivent dans ce monde-là. Ouais. Ils nous le cachent juste, mais ça, c'est leur vie à eux. Ouais. Donc je pense que c'est un livre qui fait bien plus peur aux parents qu'aux grands ados. Les grands ados, ils savent. Ils ont tous autour d'eux un ami ou une amie qui souffre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait le livre. J'ai eu des statistiques de fou. Un adolescent sur 3 souffre de troubles anxieux ou de dépression. 1 sur 3. Un adolescent sur 10 entre 12 et 18 ans, c'est l'adresse qui fait ça, c'est chez vous ces études-là. Un adolescent sur 10 a déjà pensé au suicide. Tu prends une classe avec 30 élèves à l'école, il y en a 3 qui ont déjà eu envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres ? On reste les bras croisés ou on en parle ? Tu vois ? Depuis la fin du Covid, les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 50%. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres ? Est-ce qu'il y a un débat politique chez vous sur ça ? Chez nous, rien. Non. Il y a les psys qui sont débordés. Ils sont affolés. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que ces gamins vont quand même... Oui, ils savent demander de l'aide. Voilà. Mais vraiment, c'est compliqué. Effectivement, la santé mentale, la fameuse
4e vague de la santé mentale, là, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Et moi, les psychiatres auxquels j'ai parlé, ils en est dans une vague autre. On espère ne pas avoir un tsunami. Et ils ont très peur de ce qui est arrivé chez nous en Belgique non plus. Il n'y a pas un débat politique sérieux de ce qu'étudier cette question en profondeur pour voir où on en est. Il n'y a pas de prise de décision radicale. Il n'y en a pas, et je vois que chez vous non plus, il n'y en a pas. Or, quand même, qu'est-ce qu'une société a de plus précieux que sa jeunesse? Quoi? Des voitures allemandes? Non. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi c'est toujours la même chose, tu vois? Rien n'est plus précieux dans notre société que la jeunesse. Mais tu le sais bien qu'on est aussi dans une société, alors je sais pas trop comment ça fonctionne en Belgique, mais en France, on fait partie des pires pays dans l'OCDE en termes de différence de richesse entre les générations. C'est-à-dire que nos jeunes sont pauvres et nos vieux sont riches, en fait. Ouais, bien sûr. Et on ne s'en occupe pas, on ne s'en préoccupe pas, quoi. C'est préoccupant, hein, important. Et effectivement, on a l'impression que la jeunesse, bien qu'elle vote, c'est ça qui est étonnant, tu vois. C'est tous des gamins qui vont voter là l'an prochain, quoi, tu vois. Et donc aux prochaines présidentielles, notamment en France. C'est quand même bizarre qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ouais. Parce que véritablement, quand tu vois l'état de l'école aujourd'hui, en Belgique, en tout cas, moi, je ne peux m'exprimer que par le Belgique. En France, c'est dramatique. Je pense qu'en France, c'est pas beaucoup mieux, hein, d'après ce que j'ai entendu. C'est quand même très inquiétant, quand même, parce que moi, il y a un truc qui m'étonne. C'est que aujourd'hui, en 2023, où dans la Silicon Valley, là, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui décident de la vitesse du monde, et ils ont décidé quand même d'appuyer sur le champignon. Hein. Oui. Le monde va vite aujourd'hui. L'école est un paquebot extrêmement lent à faire manœuvrer. Et donc, à un moment, l'école, elle ne l'est déjà plus. Hein. En accord avec le monde dans lequel ses élèves vivent, elle ne l'est déjà plus. Elle est déjà larguée. Mais demain et après-demain et dans 2 ans, avant on aurait dit dans 20 ans, dans 2 ans maintenant, à la vitesse à laquelle va la technologie et donc va le monde et les mœurs, etc., etc., comment va faire l'école? Qu'est-ce qu'elle va apprendre à nos gosses? Tu vois? Eh bien, j'ai un peu l'impression qu'on fait l'autruche, qu'on se met un petit peu les mains sur les yeux et qu'on ne se pose pas la question. Moi, mes gamins, ils n'ont pas un seul cours d'analyse d'image, mais ils ont encore plein de cours d'orthographe. La société du mot, moi, je l'aime beaucoup. Hein, j'écris des livres, vraiment, j'adore ça. Mais c'est fini. Hein. La société de l'image aujourd'hui à travers les réseaux. Ils ne consomment que des images. Pourquoi on ne leur apprend pas à lire une image comme on lisait une page dans un livre? Tu vois, c'est quand même fou d'avoir ce retard scolaire. Et donc, tu te dis quand même qu'ils vont être extrêmement malléables par ceux qui leur veulent du mal. Et moi, ça m'inquiète beaucoup en tant que père. Ouais. En tout cas, prenez soin de vos enfants. Ouais. Putain. On peut dire putain? Ouais. Ah, putain. On est dans un podcast indépendant, mon gars. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. On peut Bah, même dire bordel de merde. Ah, chouette. C'est le seul truc. Ouais, je pense aussi. Merci, Jérôme. Merci. C'était passionnant. Oh là là. Super. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.